qui est intéressant, vous, dans votre pathologie, c'est que, puisque vous souffrez, enfin, vous êtes la présidente de l'association Hypertension artérielle pulmonaire France, vous êtes très confronté au risque d'immunosuppression et d'immunodépression. Quel est votre parcours? Quel a été votre parcours vaccinal et qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour faire en sorte qu'on puisse rebondir de manière positive sur cette crise et sur tous ces efforts qu'on fait autour de la vaccination? Alors, merci Olivier pour cette introduction. Je vais un tout petit peu rectifier, je ne suis pas la présidente de l'association, parce que la présidente de l'association nous écoute, donc je ne vais quand même pas me faire passer pour elle. Donc moi, je suis directrice de l'association HTAP France. Et en effet, dans notre association, nous avons deux types de publics qui sont des personnes à risque accru d'infection, et aussi des personnes immunodéprimées, parce que dans l'association, nous avons également des greffés pulmonaires ou cardiopulmonaires. Donc, on a un petit peu les deux types de vécu. Et pour ma part, en fait, j'ai connu les deux situations puisque j'ai eu pendant très longtemps une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, on est dans le domaine de la maladie rare, tout le monde ne connaît pas, mais c'est vrai que quand on parle de personnes à risque accru d'infection, il y a un certain nombre de maladies rares qui sont concernées, mais ce n'est pas uniquement des maladies rares, c'est vrai pour toutes les personnes qui sont des insuffisants respiratoires, des insuffisants cardiaques. Toutes ces personnes-là savent, en principe, en tout cas elles sont éduquées pour le savoir, que si elles multiplient les infections, en particulier si elles attrapent la grippe, si elles attrapent une infection pulmonaire à pneumocoque, ça risque d'aggraver momentanément ou définitivement leur maladie chronique. Et donc, généralement, très tôt dans la maladie, on est sensibilisé au fait que c'est très important de se faire vacciner contre le pneumocoque, contre la grippe. Et alors, pour quelqu'un comme moi qui a été malade depuis l'enfance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rabâché depuis tellement longtemps que ça fait partie du quotidien, c'est la norme, mais tous les malades ne le savent pas parce que certains, il y a un moment donné, on entre dans la maladie et on ne sait pas tout de suite. Et puis, il faut bien reconnaître aussi que pour les médecins eux-mêmes, c'est une préoccupation qui vient au milieu de plein d'autres. En fait, on est des malades qui ne sont pas forcément faciles à traiter. On peut avoir des traitements rares, des traitements complexes, des traitements lourds. Alors, même si on va voir son généraliste plus ou moins régulièrement, le généraliste, c'est son rôle, hein, de parler de prévention, de nous sensibiliser pour éviter la grippe ou autre. Mais avec les différents traitements qu'on peut avoir, pour lui, ça peut ne pas paraître évident que c'est son rôle à lui et que le spécialiste ne l'a pas déjà fait par ailleurs. Et à l'inverse, le spécialiste, lui, se dit que c'est de la pratique courante et que donc forcément, le généraliste aura fait son travail. Donc, certains d'entre nous passent à travers les mailles du filet, qu'il s'agisse de malades qui ont une maladie chronique qui les prédispose à des formes graves d'infection, pour la grippe, pour la Covid, pour les infections à pneumocoque ou autres, ou bien pour les greffés. Donc, je trouve que c'est là que le rôle des associations est particulièrement important, c'est de rappeler aux malades qui ont pu passer à travers les mailles du filet, leur dire, vous savez, vous êtes des personnes à risque. Et alors, soit vous pouvez être vacciné, soit vous ne pouvez pas. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas l'être, ou alors dans lesquelles le vaccin n'est pas efficace. Dominique, tout à l'heure, l'a illustré. Elle a bien eu ces trois vaccins de primo-vaccination, et puis ça n'a pas suffi. Donc, par chance, elle a pu bénéficier de prévention par perfusion d'anticorps monoclonaux. Mais aujourd'hui, elle se trouve de nouveau dans une situation dans laquelle elle n'est plus couverte. C'est vraiment important de le savoir parce qu'il y a des mesures à appliquer et c'est là, comme on le dit depuis tout à l'heure, le vaccin est une chose pour les personnes
immunodéprimés, les personnes à risque d'infection. Mais enfin, tous les autres gestes ont leur importance. Et quand la vaccination ne couvre plus, quand il n'y a pas d'anticorps monoclonaux, quand il n'y a pas d'antiviraux, il faut vraiment tout mettre en œuvre. Donc les gestes barrières, le lavage des mains. Nous, les personnes immunodéprimées ou personnes à risque, c'est quelque chose normalement auquel on est habitué. On sait se laver les mains depuis des années. Là, on voit que depuis 2 ans, les Français ont enfin appris à se laver les mains parce qu'on n'était pas non plus... si on n'était pas des champions de la vaccination, on n'était pas non plus des champions de l'hygiène des mains. Alors, on peut tous faire des progrès dans ces domaines-là, mais c'est vraiment... en fait, la vaccination, c'est un geste parmi d'autres. Alors, il est essentiel, mais il n'est pas le seul. Et donc, qu'il s'agisse de personnes immunodéprimées, réellement immunodéprimées, ou bien de personnes à risque accru d'infection, il y a tout un arsenal de mesures à mettre en place. Je suis contente d'ailleurs que les précédents orateurs ont soulevé ces questions. J'ai l'impression que enfin, c'est clair dans une réunion comme celle-ci qu'on va tous dans le même sens et qu'il y a des synergies qui se mettent en place. Je veux remercier le professeur Launay parce qu'elle est auprès de nous depuis 2013, auprès du groupe Avenir, pour nous aider à faire passer des messages. Remercier Dr Paul Loubet parce que c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place les différentes enquêtes et qu'aujourd'hui on a des données à mettre en avant. Parce qu'en fait, ce dont on fait part aujourd'hui, la difficulté de trouver la bonne information, de savoir quelle situation est la nôtre, est-ce qu'on est bien protégé, pas tout à fait bien protégé, est-ce qu'on doit avoir un vaccin, est-ce qu'on ne doit pas l'avoir, est-ce qu'on doit en avoir plus, est-ce qu'on doit avoir une forme particulière de vaccin, toutes ces questions-là, en fait, nous, associations, avions l'intuition, en 2012-2013, au moment où nous sommes réunis, qu'il y avait effectivement un déficit d'information, aussi bien du côté des malades que du côté parfois des soignants. Et donc c'est nécessaire, en fait, quand on a des intuitions, ben, l'important c'est d'arriver à les mettre en évidence avec des chiffres. Ça, c'est ce que Paul Loubet nous permet de faire. Si aujourd'hui, en cette période de pandémie, la vaccination est devenue un sujet de préoccupation majeur, il y a un système, une vaste campagne de vaccination qui s'est montrée efficace. Alors, même si certains en doutent, tout à l'heure, le professeur Tadevin a mis l'accent sur le fait que c'était quand même une campagne qui avait un effet positif, qu'on pouvait quand même se féliciter de ce succès. Le succès de la vaccination montre aussi qu'il y a quand même une confiance dans cette politique de prévention. C'est vrai qu'on entend beaucoup les gens qui sont contre, mais en réalité, quand on voit le taux de couverture qu'on a en France, ça dénote quand même une confiance qui est importante. Et chez nous, les patients immunodéprimés, les personnes à risque, c'est aussi une confiance qui est quand même très... enfin, qu'on doit vraiment mettre en avant, qu'il ne faudrait pas nier. Mais ce qui a été dit déjà auparavant aussi, c'est que même si cette campagne inédite fonctionne bien, il faut surtout pas oublier qu'il y a un recul significatif des vaccinations de routine, en particulier chez l'adolescent et chez l'adulte, hein, comme l'a souligné Dominique Godard, qu'un certain nombre de vaccins sont sous-administrés. C'est le cas des vaccins contre le papillomavirus, les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, vaccin antitétanique, le vaccin contre le pneumocoque qui nous concerne tout particulièrement. Donc, si on a dit au début de la pandémie qu'il y avait eu un recul de la prise en charge de la santé en général, bah là, c'en est bien une preuve.
La plupart de ces vaccinations avaient une couverture qui était sous-optimale déjà avant la pandémie. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier. Et donc les chiffres de l'enquête à venir sur la couverture grippe et pneumocoque le mettent encore en évidence. Donc nous associations de patients engagés dans ce groupe à venir, il y a tout un tas de propositions que nous faisons depuis un moment, comme celle qu'a pu évoquer Odile Launay, les bons de vaccination, la coordination entre les professionnels de santé, le suivi via un outil technologique comme un carnet de santé électronique par exemple, une information qui doit être personnalisée, qui doit être récurrente, comme on a pu le faire, comme on a vu que ça avait été fait pendant la pandémie. Étendre les compétences vaccinales à d'autres professions que le médecin généraliste, renforcer la formation initiale des médecins, renforcer la formation continue sur la vaccination des populations spécifiques. Toutes ces actions-là, elles sont à ne pas laisser tomber, à renforcer. La crise a montré que des évolutions étaient possibles, donc il faut vraiment se saisir de ce moment pour continuer à protéger contre la Covid, bien sûr, mais contre les autres infections, parce que malheureusement, elles ne disparaissent pas et elles continuent à impacter les patients, les malades. C'est vrai que si maintenant on a un Covid qui semble moins grave, n'empêche que pour les patients immunodéprimés, les personnes à risque d'infection, faire un Covid, c'est quand même quelque chose qui peut être risqué. On peut toujours décéder suite à une grippe ou à une pneumonie. Donc, sont vraiment des éléments qu'on ne doit pas perdre de vue. Et pour ce qui est des malades qui eux-mêmes ne peuvent pas être vaccinés ou chez qui le vaccin ne fonctionne pas, il y a des stratégies comme la stratégie de cocooning qui fonctionne bien, c'est-à-dire ce qui a été cité auparavant, c'est vacciner toute la famille autour d'un malade. La famille, les proches collaborateurs, si c'est une personne qui travaille. Donc, quand une solution ne fonctionne pas, il faut vraiment explorer toutes les autres. Donc, à notre sens, c'est nécessaire de pérenniser, d'étendre ce qui a été bien fait pendant cette crise, hein, parce qu'il faut... on a plutôt cette volonté de voir les choses positivement. Les pouvoirs publics se sont réellement mobilisés. Les grandes campagnes ont fonctionné. On a mobilisé tous les professionnels de santé pour promouvoir la vaccination et vacciner. C'est ce qu'il faut continuer de faire. Et nous encourageons la mobilisation des autorités, des institutions, des professionnels, des acteurs de santé privés, les malades, les associations sur les questions relatives à la vaccination, particulièrement sur le renforcement du parcours vaccinal des adultes à risque. Tous ensemble, en fait, pour protéger les plus vulnérables que nous sommes, mais que sont surtout les patients concernés. Donc, le 13 janvier 2022, vous lancez un appel à la mobilisation générale pour qu'il y ait une prise de conscience sociétale autour de la vaccination en général et des personnes à risque en particulier. Alors, moi, j'ai une question à vous poser derrière tout ça, parce que c'est bien, mais je ne voudrais pas que ça soit non plus, ça devienne le sujet majeur du colloque, mais si on regarde les médias, si on regarde en particulier les réseaux sociaux, on a un vrai problème de désinformation sur les vaccins. Il y a des gens qui sont géniaux, on fait beaucoup de débunkage d'antivax. Il y a des gens qui sont extrêmement toxiques avec des arguments qui sont extrêmement pourris, on va dire, pour être sémantiquement précis, et qui luttent contre cette confiance et qui dézinguent, en fin de compte, les messages de confiance que les autorités sanitaires, les associations de malades peuvent faire passer. Il y a quelque chose, par exemple, qui est signalé par Maïté Delphine Dubois dans le chat, c'est que cette notion de confiance est une notion tout à fait capitale et qu'on pourrait impliquer peut-être beaucoup plus encore un certain nombre d'autres professionnels de santé que ceux qui sont déjà impliqués dans la prise en charge.
Comment vous voyez la réception par les associations de malades de ces messages de désinformation et de la création de cette confiance justement avec les professionnels et avec les autres les forces vives que peuvent être les autorités de santé, l'administration et d'autres acteurs qui peuvent être des élus locaux, qui peuvent être... voilà, il y a des régions qui ont fait des choses magnifiques, on en parlera tout à l'heure avec Ghislaine sur la région Grand Est en particulier. Voilà, comment pour vous on peut créer dans ce climat de désinformation les raisons et surtout les conditions de la confiance? Mais écoutez, pour nous les associations, alors c'est vrai que on peut dire que les anti-vax, c'est un petit peu un fourre-tout, mais en tout cas toutes les personnes qui mettent en avant des fausses informations, des informations pourries comme vous dites, les personnes qui ne croient pas en cette vaccination, qui ne veulent pas se faire vacciner, cette vaccination-là ou une autre d'ailleurs, c'est un phénomène qui existe depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, et on doit faire avec comme tout le monde, mais ce qu'on préfère faire, c'est plutôt s'attacher à ce qui fonctionne, et en réalité, si on regarde les chiffres de l'enquête à venir, le sujet de la confiance n'en est pas un. Les personnes à risque se disent majoritairement favorables à la vaccination. En fait, 41% très favorables, 45% plutôt favorables. Donc, ça veut dire quand même 86% de la population qui est concernée est vraiment tout à fait favorable à la vaccination. Nous sommes des personnes quand même très médicalisées et avec un suivi un peu comme le lait sur le feu. Et je pense que les personnes qui vivent ces maladies depuis longtemps savent bien que si elles sont toujours là après un certain nombre d'années, c'est bien parce que il y a une confiance envers les soignants et envers ce qui est mis en place. Donc, c'est vrai que même chez les immunodéprimés, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir se faire vacciner, qui ne vont pas croire. Mais c'est vraiment une petite partie de la population et on préfère insister sur les situations dans lesquelles tout a été mis en œuvre et où ça a permis de continuer d'aller bien. Et si aujourd'hui, beaucoup de personnes attrapent le Covid parce que Omicron est ce qu'il est extrêmement contagieux. On est quand même bien content de faire un Covid maintenant plutôt qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, on n'aurait probablement pas survécu. Enfin, moi, ça a été mon cas, j'ai fait un Covid récemment. J'étais bien contente d'avoir fait mes vaccinations, parce que même si mon taux d'anticorps avait certes diminué, ben, c'est ça qui a fait que j'ai pu l'attraper, mais malgré tout, j'étais quand même bien protégée et ça n'a pas été très grave. Donc j'ai bien noté que Dominique était quand même encore inquiète, mais bon, on va dans le sens d'un Covid moins grave et on continue de travailler sur les différentes options. Donc moi, je trouve que ce sont des raisons plutôt d'avoir confiance. Bon, bah super, c'est un excellent message. Continuons à passer des messages positifs donc et renforçons cette communication positive et surtout consensuelle de tous les acteurs autour de la mobilisation sur la vaccination. J'ai envie de faire quelque chose parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Yves Buisson qui est académicien de médecine et qui est le grand expert des questions de vaccination à l'Académie. Yves, si vous pouvez brancher votre caméra si vous m'entendez. Oui. Je voudrais que vous nous donniez, un peu comme grand témoin, que vous nous donniez un peu votre ressenti sur cette table ronde. Eh bien, j'ai raté un peu le début. Hein. Je ne sais pas si ça vous a été transmis parce que je suis allé à l'Académie de médecine. Je n'avais pas l'information que c'était uniquement en distanciel. Donc, je vous prie de m'excuser d'avoir manqué les premiers échanges qui devaient être aussi passionnants que ceux auxquels j'ai assisté depuis 9 heures. J'ai commencé à 9 heures. Ma réaction pour l'instant est très, très positive et j'en tire une information des échanges que je viens d'entendre, c'est que finalement, la Covid n'a pas été qu'une catastrophe,
puisqu'elle a permis deux choses. D'abord, de faire comprendre au grand public qu'il y avait des personnes à risque, et qui étaient ces personnes à risque et pourquoi elles étaient à risque. Et puis deuxièmement, de restaurer l'importance des vaccins. Parce qu'il y a derrière l'hésitation vaccinale qu'on affuble aux Français en général, à la France en général, il y a surtout une méconnaissance des vaccins qui a été bien soulignée, méconnaissance du grand public, mais méconnaissance aussi du monde médical. Peu de médecins connaissent bien les vaccinations. Peu de médecins sont capables de bien informer leurs patients lorsque leurs patients leur demandent « est-ce que je dois me faire vacciner contre telle ou telle maladie ?» Donc, beaucoup sont un peu ignorants et alors soit donnent de mauvaises informations, soit jouent la prudence en disant on verra plus tard. C'est une chose qu'on a particulièrement constatée. On a fait à l'Académie nationale de médecine, ça fait un an ou un an et demi, on a fait un rapport pour inciter vraiment à la vaccination des femmes enceintes, notamment contre la grippe, puisque maintenant elles doivent être vaccinées contre la grippe. Mais alors il y a une réticence terrible à vacciner les femmes enceintes contre la grippe, et puis contre la coqueluche. Hein, c'est vraiment deux vaccinations. On en a beaucoup parlé avec Odile Launay, qui est tout à fait sur cette tendance, bien sûr, mais on voit que les médecins généralistes et même les médecins qui suivent les femmes enceintes sont pas toujours partants pour faire vacciner leurs patientes. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je crois que voilà, il y a encore de gros efforts à faire. Et puis, il y a une chose qui a été soulignée qui me semble essentielle justement pour compléter pour l'information aussi bien des patients que des médecins, c'est le carnet de vaccination électronique, qui est un outil mais majeur, considérable, et qui est encore pas assez utilisé alors qu'il existe depuis maintenant 12 ans, qu'il a acquis toutes ses lettres de noblesse, il n'y a aucun lien commercial, donc on peut vraiment le proposer en toute impunité de ce côté-là. Et je crois qu'on devrait s'en servir plus, vraiment le recommander beaucoup plus largement, aussi bien aux patients qu'aux médecins, pour faciliter justement ce dialogue médecin-malade autour de la vaccination.